Je remercie tout d'abord Madame Legros qui m'a invitée à ces 2 journées qui sont passionnantes, transversales, très enrichissantes. Je remercie aussi le président de session, Robin Crémer, qui est mon confrère. Je suis donc obstétricienne, clinicienne. Je vais vous parler de la greffe d'utérus. Je n'ai pas modifié le titre, la greffe d'utérus vers une nouvelle alternative pour procréer. Eh bien, vous comprendrez après mon topo que si on en reste là, certainement vous répondrez non. Maintenant, une nouvelle alternative pour procréer pour certaines femmes, peut-être. Nous allons donc en discuter. Je me suis efforcée de ne pas faire un topo trop technique, mais de plutôt poser les problématiques. Je vais bien sûr rappeler un petit peu brièvement les techniques. Et on a pu voir depuis hier que effectivement les avancées technoscientifiques sont à même maintenant de modifier, mais même de bousculer fortement la parentalité, la maternité, pourquoi pas la paternité, nous l'avons vu hier, la filiation. Et de nombreux exemples mettent en évidence des histoires de vie particulières, des gestations improbables ou à haut risque, et valorisent finalement des nids artificiels. Bien que nous appartenions effectivement aux mammifères et donc au monde des vivipares, j'utilise cette métaphore du nid au monde ovipare parce que effectivement l'œuf se développe en dehors du corps maternel chez les ovipares, mais dans un nid dont la qualité est indispensable au développement de l'embryon. Et ces gestations particulières, véritables prouesses technologiques, font appel, outre les techniques d'assistance médicale à la procréation, à des nids prénataux, parfois loués, donnés de façon altruiste, prêtés, qui questionnent, en ce qui concerne la gestation pour autrui, l'utilisation du corps de l'autre, mais aussi la notion de don altruiste dans le cas de la transplantation utérine utilisant une donneuse vivante. La greffe d'utérus, eh bien, c'est une réalité. Depuis 2014, on est toujours dans des protocoles expérimentaux, mais c'est une réalité. Il y a eu naissance d'enfants. L'équipe de gynécologie obstétrique du CHU de Limoges a été la première équipe en France à obtenir de l'ANSM en 2015 l'autorisation pour un essai clinique sur des donneuses, avec des donneuses décédées. Ce n'a pas donné lieu pour l'instant à des naissances et pour l'instant cet essai clinique, du moins à Limoges, est suspendu. Je ne sais si c'est définitif ou si c'est simplement une suspension provisoire. Donc on pourrait se dire que finalement, cet utérus artificiel, on est effectivement dans une vision assez naturaliste, naturalisante de la grossesse, assez satisfaisante aux yeux du législateur. Quelques chiffres aussi pour donner le contexte. En Europe, une femme sur 500 en âge de procréer serait victime d'une infertilité utérine de façon congénitale ou acquise. On peut naître sans utérus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. On peut aussi ne pas avoir d'utérus de façon acquise à la suite d'un événement obstétrical ayant donné lieu à une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus ou pour des raisons carcinologiques, ou alors avoir un utérus non fonctionnel. On parle beaucoup d'endométriose, l'endométriose qui touche l'utérus, ça s'appelle l'adénomiose, des adhérences, des fibros multiples, le syndrome de Distilben aussi pourrait vous parler, je ne vais pas m'y étendre. Donc l'hétérogénéité des causes d'infertilité utérine et l'absence jusqu'à récemment de propositions thérapeutiques en cas de désir d'enfant font que dans notre pays, le seul recours possible, c'est l'adoption. Recours qui nécessite vraiment un parcours administratif et juridique, on l'a un petit peu envisagé hier, long et difficile. Donc, la transplantation utérine, elle, est étudiée depuis les années 2000, notamment avec une expérience un petit peu regrettable en Arabie Saoudite. Ça paraissait être néanmoins, les essais ont été poursuivis avec notamment des expérimentations animales, une alternative intéressante pour ces femmes en restaurant d'une part leur fertilité et en leur permettant d'être à la fois la mère génétique, porteuse et légale de leur enfant. Mais cette vision est un petit peu simpliste, eu égard quand même la lourdeur des protocoles que je vais évoquer avec vous et les risques encourus par les différents protagonistes.
de façon à mieux appréhender effectivement les problématiques médicales, éthiques, juridiques et psychologiques qui peuvent se poser, je vais rappeler les principales étapes sans m'enfermer dans un discours trop technique, je vous l'ai dit. En fait, le protocole de transplantation utérine est toujours en phase expérimentale et outre le fait de devoir répondre favorablement aux nombreux critères de sélection pour la receveuse et pour la donneuse, d'attendre un délai de réflexion pour les deux proposantes, il nécessite l'obtention préalable d'un nombre suffisant d'embryons. Il n'y aura pas de transplantation utérine s'il n'y a pas eu d'embryons, par une technique de fécondation in vitro chez la receveuse. Les embryons seront ensuite congelés, puis la transplantation utérine pourra être réalisée avec un greffon issu d'une hystérectomie élargie. Alors, hystérectomie élargie, ce n'est pas l'ablation de l'utérus tel qu'on pouvait le faire auparavant pour les fibromes utérins. C'est vraiment une technique qui s'apparente à des hystérectomies en chirurgie carcinologique avec des pédicules vasculaires longs. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est une chirurgie qui est quand même invasive et risquée. Provenant soit d'une donneuse vivante, l'intervention sera alors programmée. Alors, bien sûr, les risques, c'est si la donneuse est vivante. Soit d'une donneuse en état de mort cérébrale. Cette fois-ci, on n'aura pas les mêmes craintes par rapport à la donneuse, bien sûr. Par contre, on aura une contingence d'urgence, de mobilisation d'équipe, de compatibilité, de bilan fait en urgence, comme pour toute greffe par ailleurs. Un traitement par immunosuppresseur sera alors obligatoirement associé. Comme toute greffe, le risque de rejet et de nécrose du greffon existe et persiste, mais cette étape temporairement passée, et la greffe considérée comme un succès après l'obtention de menstruation, le transfert d'embryon pourra avoir lieu et une grossesse être espérée, avec un risque augmenté cependant de fausses couches précoces et tardives. C'est vraiment en raccourci ce que je vous fais. La surveillance médicale rapprochée se poursuivra pour cette grossesse à haut risque obstétrical, tant sur le versant maternel que sur le versant fœtal. Et l'accouchement aura lieu systématiquement par césarienne. Et la greffe temporaire fera l'objet, après une ou deux grossesses au mieux, d'une hystérectomie secondaire. Donc à ce jour, 25 équipes de par le monde travaillent sur ce projet. Et deux propositions différentes, vous l'avez compris, existent pour la greffe utérine. La première, avec donneuse vivante, c'est la proposition de l'équipe suédoise du professeur Brandström qui a donné lieu à naissance depuis 2014, la première naissance vivante, suivie depuis par beaucoup d'autres équipes, notamment récemment en France l'équipe du professeur Ayoubi à l'hôpital Foch de Suresnes qui vient de débuter un essai clinique avec donneuse vivante pour 10 receveuses. Cet essai en cours a comme particularité d'utiliser la chirurgie robotique dans la phase de prélèvement de l'utérus chez la donneuse. Et enfin, la deuxième proposition de greffe avec donneuse en état de mort cérébrale, c'est ce qui a été la proposition choisie par l'équipe de Limoges du professeur Gauthier. Donc en mars 2018, il y avait eu 38 greffes utérines. 12 naissances ont lieu avec seulement une naissance avec donneuse décédée, soit un taux de succès de greffe qui est important, supérieur à 80%, et un taux de naissance d'environ 30%. Donc, ainsi, la transplantation utérine, bien que toujours en phase expérimentale, et notre actualité répond à la demande d'un certain nombre de femmes atteintes d'infertilité utérine et qu'elles respectent le droit français dans sa vision naturaliste fondatrice. La mère est celle qui accouche, qui a porté l'enfant. Alors, la deuxième partie de mon topo, c'est la greffe utérine. Est-ce que c'est une greffe d'organes comme une autre ? Je vais, en tant que clinicienne, me mouiller. Ça n'engage que moi, mais voilà, certainement non. L'utérus n'est pas effectivement un organe vital. La greffe n'est pas thérapeutique, sinon d'affirmer qu'une femme, pour être femme, doit posséder un utérus et qu'il s'agirait en quelque sorte d'une chirurgie réparatrice. Cette notion aussi de greffe éphémère, alors très éphémère, la plupart des greffes sont éphémères, l'immunosuppression a ses limites. Donc la notion de greffe éphémère, bien que comprise eu égard les risques liés à cette immunosuppression prolongée, à l'aspect utilitaire et limité dans le temps de la greffe, interroge cependant sur la banalisation de l'hystérectomie secondaire, notamment lorsqu'elle fait suite à une infertilité utérine provenant déjà d'une hystérectomie initiale.
Bon, on peut se poser la question, hein, ça ne représente pas le cas de toutes les femmes. Le risque chirurgical, moi, m'interpelle un petit peu plus. Je suis aussi de formation chirurgicale. Le risque chirurgical est important pour les donneuses vivantes, ainsi que le risque de séquelles fonctionnelles, plus ou moins définitives, chez les femmes, chez les donneuses vivantes. Je suis aussi effectivement gynécologue. Modification de la statique pelvienne, c'est une chirurgie, une hystérectomie élargie avec ses conséquences. On peut penser qu'il peut y avoir raisonnablement des altérations de la sexualité. Donc ce sont des choses à débattre. Pour les receveuses, bien que librement consenties, le protocole reste quand même lourd et invasif. En ce qui concerne les donneuses vivantes, l'absence d'anonymat va interpeller. Alors, Madame de Quever, il y en avait parlé pour la GPA, la GPA entre guillemets altruiste. Bon, je n'utilise pas trop ce mot, mais bon, c'est vrai que l'absence d'anonymat va interpeller avec le risque de dette impayable. En général, c'est des apparentés, des gens de la famille pour des raisons de compatibilité. Ben oui, il y a quand même cette notion de dette impayable. On donne la possibilité à quelqu'un de sa famille d'avoir un enfant. On peut souffrir de séquelles et on sera toujours à ses côtés et elle verra les séquelles que l'on subit. Bon, il y a quand même ça aussi à mettre en exergue. Pour les équipes ayant choisi une technique de prélèvement sur donneuse décédée, le principe de l'anonymat est respecté, donc au niveau de la dette, on est un petit peu mieux. Mais l'organisation est beaucoup plus complexe, non prévisible. Les chances de succès sont beaucoup plus faibles en termes de compatibilité. Les risques, les risques sont présents aussi, notamment au niveau carcinologique, infection. On peut dire que peut-être... Je m'interroge aussi, puisque j'exerce surtout en obstétrique, sur le côté obstétrical, quid de l'enfant à naître et des risques fétaux liés à la gestation. Les risques liés au traitement immunosuppresseur, on connaît, hein, il y a les greffes rénales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, les retards de croissance intra-utérin, les risques d'extrême prématurité, de prééclampsie. Il y a aussi l'aspect symbolique de la matrice utérine pour la donneuse, la receveuse, mais aussi aux yeux de la société. Donc finalement, effectivement, une greffe comme une autre... non. Alors, je trouvais intéressant de vous rapporter un petit peu ce petit sondage qui n'a rien de scientifique. Entre 2012 et 2014, un questionnaire réalisé par l'équipe du CHU de Limoges, en charge du projet français, avait été envoyé à des femmes présentant une infertilité utérine dans une association et ayant contacté le CHU en vue d'une greffe. À cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de grossesse, de naissance d'enfants. Et donc, il a été retrouvé 3 types de motivations principales chez ces patientes en faveur de la transplantation utérine. Premièrement, l'accès à la maternité, porter son propre enfant, une maternité physiologique, le besoin vital d'être mère utérine. Deuxième aspect, la réparation du handicap sur le plan physiologique et psychologique, la réparation quelque part d'une injustice, d'un sentiment d'abandon par la communauté médicale, le sentiment d'une féminité aussi pour certaines diminuée, incomplète, avec un impact sur les relations sociales et affectives. La notion de secret, de tabou culturel avait été aussi envisagée, de symbolique de l'utérus, et donc la stigmatisation d'une femme sans utérus qui ne pourrait être mère. Il y avait aussi un autre aspect qui était soulevé, qui était le désir de faire avancer la recherche, la solidarité envers les autres femmes atteintes d'une infertilité utérine, la transplantation utérine devenant alors une cause. Il y avait cependant des femmes qui s'opposaient fortement à ce projet. Nous avions trouvé 2 types de positionnement. D'un côté, les oppositions fermes de femmes ayant exclu la possibilité d'être enceinte du fait de leur âge ou de l'aboutissement d'un processus de deuil de la maternité. Une patiente mettait en avant les risques et la mégalomanie médicale suspectée, créer une mère, créer un enfant et ensuite enlever l'utérus. De l'autre côté, c'est une femme qui nous avait dit ça, oui. De l'autre côté, certaines femmes pensaient que la transplantation utérine comportait trop de risques pour la femme et son enfant et que le processus était vraiment trop lourd physiologiquement et psychologiquement. La chirurgie et le protocole étaient vécus alors comme une épreuve supplémentaire. Donc voilà, l'évolution des connaissances et des expérimentations fait qu'effectivement la procédure de transplantation utérine est passée du stade de fantasme à celui du possible. Mais si dans les années à venir, effectivement, la transplantation utérine devenait le gold standard pour traiter de façon temporaire l'infertilité utérine et permettait de mener le plus souvent une grossesse à terme, les techniques vont s'améliorer. Les risques vont diminuer, c'est certain, du moins je l'espère, mais c'est certain. Il ne faudrait quand même pas sous-estimer que les conditions d'obtention de celle-ci
en ferait quand même pour les patientes une expérience très différente du parcours classique de la femme enceinte. Et le bénéfice-risque devrait alors être soigneusement évalué, la souffrance des patientes accompagnée. Donc les aspects uniques de cette transplantation utérine nécessiteront une analyse pluri- et interdisciplinaire intégrant les différents acteurs, les problèmes cliniques et éthiques, à la fois pour la donneuse, si donneuse vivante, pour la receveuse, mais imaginons un jour aussi peut-être, bon, ça c'est un petit peu encore du fantasme, le receveur, mais après techniquement on pourrait greffer un utérus chez un homme. Il y aura le problème des menstruations, mais enfin bon. Alors, le ou les enfants issus de cette procréation à haut risque, c'est vrai qu'on évoque de plus en plus, un petit peu, on a des connaissances vraiment très, très, très faibles pour l'instant en épigénétique, mais c'est vrai que quand je parle du nid, je parle de l'importance du nid, et voilà, c'est l'immunosuppression, moi, me fait peur, c'est vrai, sur le long terme, voilà. Donc, actuellement, la législation en matière de transplantation utérine relève de la greffe d'organes. Nous avons cependant aperçu toutes les particularités, voire le symbolisme autour de cet organe matrice. Une greffe d'utérus est donnée plus qu'un organe. C'est conférer une aptitude à procréer. Donc, pourtant, les lois de bioéthique de 2011 n'avaient pas anticipé cette question. En 2012, il y a eu des recommandations qui ont été faites par l'université McGill à Montréal pour établir des critères éthiques pour la transplantation utérine, voilà, qui se basaient essentiellement sur la nature des consentements éclairés. Hein. Donc on va voir si la révision prochaine des lois de bioéthique abordera spécifiquement ce sujet. La question est posée. Hein. Alors pour conclure d'une façon un petit peu plus philosophique sur cet artifice de nid prénatal parmi d'autres existants ou à venir, qu'est la greffe d'utérus, nous dirons que tous les nids prénataux ne se valent pas. Et l'artifice pour avoir un nid éthiquement acceptable, un nid éthiquement chaud, ça c'est ce que je dis, de cette chaleur, parce que la chaleur anime et donne la vie, en opposition au nid froid de l'ectogénèse ou de certaines gestations pour autrui, je pense à l'Ukraine, je pense à l'Inde, c'est que la qualité du nid ne vient pas du procédé, on s'interroge beaucoup sur le procédé, mais ça vient surtout des valeurs mobilisées. Ainsi, un nid artificiel ne sera jamais comme un nid par nature, et ceci pour des raisons éthiques et non pour des raisons techniques. Nous avançons très vite en technique. Cependant, je me dis que l'intelligence, l'intuition, la responsabilité peuvent servir la dignité de l'homme dans notre réalité quotidienne au XXIe siècle. Et gardons en mémoire que finalement l'agir artificiel de l'homme tout au long de son histoire a de façon notable augmenté son confort, sa qualité, donc son espérance de vie, sans pour autant amoindrir son humanité. Je voulais cependant, si j'ai 2 minutes, effectivement, conclure par un petit épilogue. Alors c'est un conte. Alors un conte, de quoi est-il fait ? Il est fait de plein de petites histoires d'une clinicienne qui sont mêlées les unes aux autres avec une petite sauce d'imagination et qui peut-être vous fera comprendre un petit peu pourquoi aussi je participe à ce protocole de greffe d'utérus malgré toutes les réticences que j'ai. Scène de vie au début du XXIe siècle. Mon nom est Byung-ju. J'habite une maison extraordinaire. Certes, elle n'est pas bien grande, mais elle est à ma taille et je la trouve suffisante. J'en connais toutes les rondeurs rassurantes et l'atmosphère douce et tempérée permet toutes les excentricités. En clair, il n'est pas nécessaire d'y être habillé. En cela, bien sûr, me direz-vous, elle ressemble à beaucoup d'autres. Mais je me dois de vous contredire, car ma maison est unique, elle est animée. Madame Kim ? Bonjour Madame Kim, je me présente, Dr F. Suivez-moi en salle d'échographie. Young, je veux dire ma mère, s'avance, ou plutôt s'élance, et le voyage commence. Me voici, fier capitaine de mon esquif, au sommet de la vague, prêt à me laisser emporter, glisser doucement, lentement à droite, tandis qu'un rapide mouvement me ramène à gauche, puis me fait remonter. Et tout recommence. Ne croyez pas que ce voyage soit inhabituel. Il m'est au contraire des plus familiers. Young a été atteint par le virus de la poliomyélite dans son enfance, et il en a résulté une atteinte neuromusculaire sévère des membres inférieurs, ayant pour conséquence cette démarche chaloupée, asymétrique et unique. Et tandis que nous nous avançons, je sens le regard du médecin se porter tour à tour sur le ventre proéminent de 7 mois, puis sur ma mère, petite femme d'1,47 m, qui marche en souriant, me balançant à droite, puis à gauche, avec une grâce infinie. Elle semble danser. La salle d'attente s'est tue sur notre passage, comme en attente. Le docteur F ferme la porte.
Comment allez-vous? N'êtes-vous pas trop fatigué? Votre ventre paraît si lourd. Vous semblez avoir du mal à marcher. Non, docteur, je ne suis pas trop fatiguée, dit ma mère, sans se départir de son magnifique sourire. Vous savez, je suis si heureuse quand je pense qu'à chacun de mes pas, je berce mon enfant comme je le ferai plus tard quand il sera dans mes bras. Le médecin ne répond pas, sourit et invite ma mère à s'allonger pour l'échographie, mais je sens bien qu'un bref instant son esprit est ailleurs. J'imagine ce bébé dans son cocon relationnel, unique et si différent de tout autre, et ne peux m'empêcher de faire un parallélisme avec les matinales d'une radio annonçant qu'un enfant venait de naître après que sa mère, atteinte d'une absence congénitale d'utérus, ait été greffée grâce à une femme de son entourage âgée de 61 ans, ménopausée depuis 7 ans. L'enfant avait été conçu par fécondation in vitro, avec les ovocytes de sa mère et les spermatozoïdes de son père. Voilà, je m'appelle Byung-ju, ce qui signifie le propriétaire, le trésor en coréen. Et j'habite une maison extraordinaire, en forme de cœur, a dit le docteur. Je crois qu'il a utilisé le terme d'utérus cordiforme. Ma mère est Jung et ma source, mon histoire. Et je suis en perpétuel mouvement, comme la Corée entre ses 3 mers, la mer Jaune à l'ouest, la mer de Chine au sud-ouest, la mer du Japon à l'est, et ma mère partout autour de moi. Amour, intelligence, c'est le nom de ma mère, et Jung. Je vous remercie.